Et salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser du coup à Proxmox. Donc voilà, quand on vient faire, on va faire l'installation de machines virtuelles, généralement on va avoir le choix entre VirtualBox et VMware Workstation. Ce qui les différencie avec Proxmox en gros c'est que donc les deux premiers là que j'ai cités, généralement on va venir les installer sous forme de software. Alors que là, le Proxmox, on va venir l'installer directement en dur sur la machine. Donc ça va être en fait un serveur. Donc voilà, comme on le voit ici, on va se balader un peu dessus, on va voir un peu les features. On verra rapidement la partie support entreprise, mais s'il n'y a pas vraiment nous intéresser dans l'utilisation qu'on va en avoir. Et ensuite, on ira voir le get started et les prérequis nécessaires pour du coup installer Proxmox. Là ça va être un peu un truc théorique et vachement de balade sur le site. Donc comme on le voit ici, donc Proxmox Virtual Environment, donc en fait vous allez avoir Proxmox VE. Dans les téléchargements on verra aussi, on a Proxmox Backup Server qui est là et le Mail Gateway. On va s'intéresser principalement à Virtual Environment et on regardera un peu ce que peuvent faire les autres derrière. Donc comme on le voit ici, donc Proxmox Virtual Environment, donc c'est une plateforme de gestion de serveurs open source complète pour la virtualisation d'entreprise. Nous on va l'utiliser pour nos différents services et c'est aussi ce qui est le plus couramment utilisé pour tous ceux qui font du Home Lab. Donc on va, du coup ça va intégrer l'hyperviseur KVM qu'on voit ici, les conteneurs Linux, les LXC, des fonctionnalités de stockage et de la mise en réseau qui va être définie via le logiciel sur une seule plateforme. En gros, une fois qu'on l'aura installé, on aura une possibilité de management via l'adresse IP, comme on peut le voir, comme j'avais pu le montrer avec Home Assistant par exemple, pour accéder du coup à notre environnement et faire nos différents paramétrages, tout à travers en fait d'une interface graphique. À savoir qu'il y a aussi la possibilité de pouvoir faire en ligne de commande certaines choses. Donc comme ça le dit là, donc avec l'interface utilisateur web qui est intégrée, on va pouvoir gérer nos machines virtuelles, nos conteneurs, la haute disponibilité des clusters quand on va vouloir en mettre en place, et aussi les différents outils de récupération quand on a des sinistres dans certains cas. Donc ce qu'on voit ici, donc là c'est le compute, donc ouais, j'ai le calcul du coup, ce qu'on appelle le calcul, le réseau et le stockage dans une seule solution. Donc on voit que là que les fonctionnalités de classe Enterprise et la mise au point du coup 100% logiciel font de VE Proxmox le choix idéal pour virtualiser notre environnement informatique, d'optimiser nos ressources et d'augmenter l'efficacité avec un minimum de dépenses. On va pouvoir donc virtualiser nos charges de travail les plus exigeantes des applications Linux et Windows et aussi mettre à l'échelle l'informatique et le stockage au fur et à mesure de nos besoins, en veillant du coup à ce que notre centre de données puisse être capable de s'adapter à la croissance future. Donc là on a un get started qu'on verra ici après, la partie téléchargement, les différentes features, donc avec le fait voilà, qu'on va combiner deux technologies de virtualisation en une seule plateforme, le soutien aux entreprises et les cours de formation. On peut très bien voir ici, voilà, bénéficier d'un training Proxmox VE. Donc on va avoir la partie déploiement, on va avoir la partie cluster et stockage partagé et les bundles. Par exemple, on va ici, voilà. On peut voir tout ce qu'il est en fait possible de faire. Donc là, vous allez avoir des formations en ligne. On peut très bien aller là-dessus. Bon, après, c'est des formations qui sont payantes. Mais voilà, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin en compétences, après, il y a beaucoup de documentation en ligne. Mais voilà, pour ceux qui voudraient aller plus loin, sachez qu'il y a aussi un programme d'entraînement qui peut être proposé. Donc ensuite, si on va sur cette page, du coup, donc la page feature, donc la page caractéristique de notre solution.
Donc là, on nous rappelle voilà, que c'est une puissante plateforme de virtualisation de serveurs open source, donc qui va permettre de gérer KVM pour Kernel Based Virtual Machine, pour les machines virtuelles, et le LXC pour les conteneurs avec une seule interface web. On va aussi intégrer donc, des outils prêts à l'emploi pour tout ce qui va être la configuration haute disponibilité entre les serveurs, le stockage est fini par logiciel, la mise en réseau et la reprise après sinistre. Donc là, on voit un peu les points forts. Donc on a la virtualisation, on a la partie gestion, la partie cluster. On va voir la partie authentification, la partie haute disponibilité, high availability du coup. Le réseau, le stockage. Alors le save, je sais plus ce que c'est. Il y a la partie firewall aussi pour la configuration, la sauvegarde et le serveur de sauvegarde. Donc au niveau de notre serveur de virtualisation, donc bien sûr il est basé sur Debian, donc GNU Linux, avec un noyau personnalisé. Le code source est gratuit et il est publié sous la licence GNU AGPL v3, donc pour Affero General Public License v3. Ce qui veut dire donc qu'on est libre d'utiliser le logiciel, on peut inspecter le code source à tout moment, on peut contribuer au projet également nous-mêmes. Après voilà, il nous donne le lien pour aller récupérer le code source. On nous précise également que l'utilisation d'un logiciel open source garantit du coup un accès complet à toutes les fonctionnalités, ainsi qu'un haut niveau de fiabilité et de sécurité. Donc ils vont encourager en fait tout le monde à participer au projet Proxmox VE et Proxmox du coup qui est l'entreprise derrière, pour s'assurer voilà, que le produit ait des critères de qualité cohérente et de classe entreprise. Donc ça c'est pour tout l'aspect technologiquement parlant. Donc ensuite on va voir donc, les machines virtuelles, donc basées sur le noyau KVM. Donc c'est la technologie de virtualisation Linux. Du coup, ça va donc fonctionner avec des performances quasi natives sur tous les matériels x86, avec la prise en charge de la virtualisation, donc soit Intel VTX, soit l'AMD-V. On peut donc exécuter du Windows et du Linux dans ces machines-là. Où du coup chacune de nos machines va disposer d'un matériel privé virtualisé, donc ça va une carte réseau, un disque, un adaptateur graphique, etc. Un accès aussi au proc et tout ça. Donc l'exécution de plusieurs applications aussi de nos machines virtuelles sur un seul système, ça permet d'économiser de l'énergie. Je vais pas faire tourner 3 ou 4 machines alors que du coup j'ai le NUC qui va tout centraliser. Et de réduire aussi les coûts indirectement. Parce qu'en fait, on va acheter une seule machine plutôt que d'en acheter plusieurs. Et de tout venir mettre là-dessus. Ce qu'on voit ici, donc le VE inclut donc, le support KVM depuis le lancement du projet. Donc du coup en 2008. Donc depuis la version 0.9 bêta 2. On a aussi la partie conteneur. Donc là, la technologie, ça va être une alternative légère à la virtualisation complète de la machine, puisque là, on partage uniquement le noyau du système hôte. Et on va voir les conteneurs LXC. Donc là, c'est l'environnement de virtualisation au niveau du système d'exploitation, qui va permettre en fait d'exécuter plusieurs systèmes Linux isolés sur un seul hôte de contrôle Linux. Peut-être qu'on en mettra en place à un certain moment. Donc ça va fonctionner en fait comme une interface d'espace utilisateur pour les fonctionnalités de confinement du noyau, et on va pouvoir facilement créer et gérer des conteneurs système ou des applications avec une API et des outils en fait qui vont être directement proposés. Donc là voilà, il nous montre un peu ce que c'est le LXC quand on vient chercher ici. Hop, je retourne dessus. Voilà. On va avoir aussi un management qui va être centralisé, donc pour gérer toutes nos tâches au niveau de notre centre de données virtuel, avec une interface gestion centrale et qui est web, donc il va aussi être possible d'accéder soit en CLI, soit en REST API, pour pouvoir automatiser diverses choses. Ça on pourra aussi regarder lorsqu'on en aura besoin, si c'est nécessaire. Ça va être un assez gros projet, donc ouais, ça va. Là, je vais montrer un peu tout ce qui est possible de faire avec ça, et ensuite, voilà, le projet avancera au fil de l'eau. Il y aura pas mal de choses entre des installations de systèmes et tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut bien voir où on met un peu ce qui est possible de faire avant de mettre les pieds dedans, on va dire.
Donc on a l'interface de web, l'interface web du coup de gestion. Donc on va pouvoir exécuter en fait toutes les tâches de gestion qu'on va avoir. On n'a pas besoin d'installer un outil en plus, ça c'est pas mal. Elle est basée sur le framework JavaScript Next.js. Elle peut être consultée de n'importe quel navigateur moderne. Donc là, il n'y aura pas vraiment de blocage. Et en plus de nos tâches de gestion, on va aussi avoir un aperçu de l'historique des tâches. On va avoir des journaux système pour chacun des nœuds. Ça va aussi inclure du coup l'exécution des tâches de sauvegarde, pour être certain qu'on a bien tout ce qui a été mis en place. La migration en direct, le stockage est fini par le logiciel et toutes les activités déclenchées par le High Availability. Et donc ça va permettre du coup de gérer l'ensemble de notre cluster à partir de n'importe quel nœud de celui-ci. Et donc on n'a pas besoin d'un nœud de gestionnaire dédié. Donc ça c'est plutôt sympa. Sur cette partie, la Proxmox VE Mobile, donc là en fait on peut y accéder sur des appareils mobiles, donc via une application Android, ou bien via la version mobile HTML5 de l'interface web. L'application, elle est basée sur le framework Flutter. Et ça permet du coup d'accéder à notre serveur, de gérer nos clusters, nos nœuds, nos machines, nos conteneurs. Donc voilà, il n'y aura pas vraiment de différence entre l'interface web et l'interface mobile, donc ça c'est plutôt pas mal. Il précise aussi que ça permet donc de gérer du coup Proxmox VE en déplacement. Et du coup aussi l'accès à la console Spice et HTML5. Voilà. Donc voilà, on a deux grosses possibilités au niveau des interfaces. Ensuite, on a le CLI, bien entendu. Donc ça, c'est généralement ce qu'on va utiliser de manière assez assidue quand on aime bien balancer les scripts ou voilà, utiliser différentes commandes. Donc voilà, comme ils le disent là, c'est pour les utilisateurs avancés qui vont être habitués donc soit à PowerShell de Windows, soit du coup au shell de Unix. On va donc avoir une interface en ligne de commande pour gérer tous les composants de notre environnement virtuel. Donc voilà, ça permet d'avoir un onglet intelligent là-dessus. Une documentation complète aussi sur la forme de page de manuel au niveau Unix. Là-dessus, on pourrait très bien le voir en mode implémenter des scripts pour en fait générer des machines. Générer un déploiement en fait via script qu'on pourrait faire, voilà, par exemple, on a besoin d'une machine rapidement pour tester 2-3 petites choses, ça serait de faire des scripts prédéfinis là-dessus, de le pousser du coup via cette CLI, comme ça la machine se monte, elle se configure, une fois qu'elle est configurée, on se connecte dessus, soit permettre du coup une connexion SSH ou bien via l'interface web. Et puis faire les configurations qu'on aurait besoin. Donc on pourrait très bien, voilà, dans les vidéos futures, je pourrais très bien essayer de regarder, pour faire des scripts, comment dire, d'automatisation sur différentes tâches, de création de machines aussi. Et ensuite on pourrait les regarder ensemble et voir un peu, comment ça va fonctionner, ce qu'on va faire telle ou telle commande. Ce qui me permettrait, moi de mon côté, de monter en compétence sur cette partie de scripting que j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais plus trop le temps et plus trop les machines sur lesquelles le faire. Et en même temps, vous faire du contenu pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment vous pouvez le mettre en place sur votre infrastructure à vous, quoi. Et pour finir, on a du coup l'API REST. Donc voilà, ils vont utiliser l'API RESTful. Donc ils ont choisi JSON comme format de données principal et l'ensemble est formellement du coup défini et en utilisant du coup JSON schéma. Ce qui va permettre une intégration rapide des outils de gestion tiers comme des environnements d'hébergement personnalisés. Donc ça on pourra regarder pour toute cette partie de sauvegarde, ça peut être intéressant de se dire par exemple d'avoir un stockage en ligne ou bien d'aller mettre en place une autre machine de sauvegarde ailleurs. Ça en gros ça serait dans l'idéal, c'est tout ce qu'ils ont sorti là au niveau des ce qu'ils appellent les disk station. Enfin, les MyBook Disk Station de Western Digital, où en fait, c'est des sortes de grandes tours, enfin de mini-tours, où dedans, il n'y a que du stockage. En fait, on va venir le brancher derrière, et derrière une des machines qu'on souhaite, et on va l'utiliser après pour venir faire du stockage. Ça pourrait être une solution, peut-être que ça passe par l'API, ou bien le définir comme stockage étendu. On pourra regarder là-dessus.
Ce sera pas prévu tout de suite sur la chaîne parce que ça coûte assez cher pour le moment. Même s'il y a pas mal de stockage possible, ça coûte quand même assez cher sur cette partie. On a aussi donc la partie cluster. Donc cette partie-là va nous permettre du coup de passer un plus grand nombre de nœuds clusterisés qu'on va intégrer et qui va être livré avec l'installation par défaut. Donc on a un système de fichiers, le PMXCFS pour le système de fichiers de cluster Proxmox, donc le Proxmox Cluster File System. Donc en utilisant cette base de données du coup pilotée, enfin ce système de fichiers du coup qui est piloté par la base de données développée par Proxmox, ça nous permet donc de synchroniser des fichiers de configuration sur notre cluster. On va pouvoir utiliser CoroSync, donc en fait nos fichiers vont être répliqués en temps réel à tous les nœuds du cluster. Le système de fichiers va stocker toutes les données à l'intérieur d'une base de données persistante sur disque. Et du coup, on a quand même une copie des données qui va quand même résider dans la mémoire vive. À savoir, donc là on précise que la taille maximale du stockage est actuellement de 30 MO, qui est plus que suffisant pour stocker différentes configurations, enfin des configurations de plusieurs milliers de machines virtuelles. Et donc c'est aussi la seule plateforme de virtualisation qui utilise ce système de fichiers unique au niveau des clusters, au niveau de ça. Ensuite on a aussi la migration en direct et en ligne. Donc avec cette fonctionnalité là intégrée, on va pouvoir déplacer l'exécution de nos machines d'un nœud de cluster VM, VE à un autre, sans aucun temps d'arrêt ou effet notable du côté utilisateur final. Ce qui précise aussi que les administrateurs peuvent lancer un processus à partir de l'interface web ou de la ligne de commande. Et ça permet aussi de minimiser les temps d'arrêt au cas où on devrait mettre le système hôte hors ligne pour la maintenance. Et pour terminer, donc on a un design multimètre unique, donc avec du coup la possibilité d'effectuer des tâches de maintenance à l'échelle du cluster à partir de n'importe quel nœud, une interface web intégrée qui donne un aperçu propre de tous nos invités KVM et conteneurs Linux dans notre cluster, et donc de gérer nos machines virtuelles, conteneurs, stockage ou cluster à partir de l'interface graphique. Et pas besoin du coup d'avoir un serveur de gestion qui va être séparé, qui peut être complexe à maintenir et qui peut être aussi très coûteux. À présent, on passe sur l'authentification. Donc ça aussi, on fera, on verra dans la machine en pratique ce que ça donne. Mais là, on va voir donc la partie théorique. Donc on a une administration qui va être basée sur le rôle. Donc on est capable d'avoir un accès granulaire sur le RBAC. Donc ça soit sur tous les outils, donc les machines virtuelles, le stockage, les nœuds, en ayant donc ce système d'autorisation basé sur les rôles. Donc le role-based permission management system. Donc rollback du coup c'est role-based access control bien sûr. Donc c'est un concept du coup qu'on connaît aussi sous le nom de liste de contrôle d'accès. Donc avec une autorisation qui spécifie un sujet. Donc ça va avoir un utilisateur, un groupe d'utilisateurs, un jeton API et un rôle derrière. Donc avec qui vont être en fait un ensemble de privilèges qu'on va donner sur un chemin spécifique. Et enfin, l'Authentication Realms, donc ce qu'on pourrait traduire en français par les royaumes d'authentification. Donc c'est le fait qu'on peut prendre plusieurs sources d'authentification. Donc là on le voit ici, on peut avoir du Linux Spam, on peut avoir un serveur d'authentification Proxmox VE intégré, on va avoir le LDAP, le Microsoft Active Directory et l'OpenID Connect. Ensuite, sur cette partie haute disponibilité cluster, donc le Proxmox VE High Availability Cluster. Donc ça va être un cluster Proxmox VE, donc multi-nœuds, qui va permettre donc la création de nos serveurs virtuels hautement disponibles. Ça va être basé sur les technologies achat de Linux pour avoir du coup un service du coup qui va être stable et aussi fiable. Donc notre ensemble peut être facilement configuré via l'interface, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc avec la mise en avant du VE achat manager, donc qui va permettre donc ce gestionnaire de ressources de surveiller toutes nos machines et nos conteneurs du cluster du coup de se mettre en place automatiquement en action si on a l'un d'eux qui échoue. Et le gestionnaire en fait est prêt à l'emploi, donc il n'y a pas de configuration qui va être nécessaire. Et du coup ça va être ça va aussi la partie donc Watchdog base va aussi permettre de simplifier considérablement le déploiement.
Et enfin, on a un simulateur de haute disponibilité. Donc ça va permettre de tester le comportement d'un cluster de 3 nœuds dans le monde réel avec 6 machines virtuelles. Et donc là, le simulateur, pareil, prêt à l'emploi et va nous apprendre du coup à comprendre toute cette partie de fonctionnement Proxmox achat. Donc ça, c'est plutôt pas mal le fait d'avoir quand même des possibilités de simulation et que la plateforme, on va dire, nous aide et on va dire à comprendre et à gérer tout ça. C'est vraiment plutôt cool. Donc sur la partie réseautage maintenant. Networking, du coup, partie réseau. Donc là, en fait, les capacités, ça va être du coup d'avoir des réseaux réactifs et acceptables qui vont pouvoir évoluer selon nos besoins. Donc là, on voit, on a le SDN, donc le réseau défini par logiciel, Software Defined Networking, qui permet du coup à Proxmox VE de gérer des configurations réseau avancées, des configurations multitension dans les clusters. Donc avec des cas d'utilisation possibles qui vont aller d'un simple réseau privé isolé sur chaque nœud individuel à des réseaux de superposition complexes à travers différents clusters Proxmox sur différents emplacements. Qui va être applicable à toutes les tailles de réseau, que ce soit la configuration NAT acheminée à la séparation traditionnelle en VLAN 902.1Q. Donc à des fonctionnalités comme le Q-in-Q, le tunneling VXLAN et les infrastructures EVPN basées sur BGP. Et enfin, la bande de réseau Linux. Donc là, c'est tout ce qui va être donc configuration simple. On va avoir des options de configuration réseau flexibles pour les nœuds locaux. Donc avec un modèle de réseau qui va être ponté, qui va utiliser en fait une connectivité transparente entre les environnements virtualisés et les réseaux externes. Et donc il va être comparable à des commutateurs de réseau physiques, mais implémentés en tant que logiciel sur notre hôte. Donc là on voit, on peut configurer des VLAN, créer une interface de liaison et gérer le routage réseau de base pour plus de flexibilité. Donc ça pareil, on pourra entrer un peu plus dans le détail sur cette partie networking que j'aimerais pousser également. Et enfin, on a aussi donc cette partie... Il y en a encore? Oui, encore un peu. On a donc toute cette partie déjà de stockage, d'options de stockage flexible. Donc comme on le voit ici, les images elles peuvent être stockées sur un ou plusieurs périphériques, donc qu'ils soient locaux ou bien sur des stockages partagés. Donc on nous cite le NFS et le SAN. On n'a pas de limite. On peut configurer autant de stockage qu'on le souhaite et utiliser toutes les technologies de stockage qui sont disponibles sur Debian GNU Linux. Donc l'avantage en fait ça va être de les stocker, le fait de les stocker sur des stockages partagés, ça permet du coup de les migrer en direct. Et du coup de faire, en gros ça permet de migrer les machines en direct en cours d'exécution sans avoir de temps d'arrêt. J'ai eu du mal à traduire celui-là. Donc voilà, au niveau des types de stockage, on peut ajouter donc ceux qui sont là. Donc en local, on a le LVLM group, le directory, donc stockage on an existing file system, le ZFS. On va avoir en network, donc toute cette partie, les groupes LVM, donc avec du coup un soutien réseau avec les cibles ISCSI. Du coup, les fameuses cibles ISCSI, les partages NFS, le PME, le Samba, le CIFS, le Safe RBD, RBD, oui, le Direct to ISCSI Lune, le Gluster FS et le Safe FS. Voilà. Alors, justement, Safe, donc, qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, ils ont parlé tout à l'heure. Donc, c'est un magasin d'objets distribué open source et un système de fichiers qui va être conçu en fait pour la partie performance, fiabilité et volatilité. Donc, ils nous disent voilà que VE l'intègre complètement, que ça donne la possibilité du coup d'exécuter, de gérer le stockage directement à partir de l'un de nos nœuds de cluster. Et ça fournit donc deux types de stockage, le Rados Block Device, donc le RBD, et le Safe FS. Donc le RBD, c'est un niveau de stockage de niveau de bloc pour le contenu, donc ça va être des images disques ou bien des snapshots.
Et le FS, lui, c'est un système qui va être compatible POSIX à l'aide du coup d'un cluster de stockage safe pour stocker nos données. Donc l'avantage qu'on va avoir là-dessus, c'est que c'est une configuration et gestion qui va être rapide à partir du CLI ou bien de l'interface graphique. On a le self-healing, donc l'auto-guérison, qui est utilisé sur d'autres technologies par exemple. Pas uniquement sur cette partie-là, mais sur d'autres technologies que je pourrais vous présenter plus tard. Ça va être évolutif au niveau hexaoctet. Ça permet de mettre en place aussi ce qu'on appelle des pools avec différentes caractéristiques de performance et de redondance. Et ça va fonctionner sur du matériel de base relativement économique. À présent, on va passer à la partie firewall, donc le pare-feu Proxmox VE. Donc le pare-feu qui est intégré va donner donc un moyen de protéger notre infrastructure. Il est entièrement personnalisable et donc va permettre des configurations complexes, toujours soit via CLI, soit via l'interface graphique. Donc on peut configurer des règles de pare-feu pour tous les autres à l'intérieur d'un cluster, ou bien définir des règles pour des machines et des conteneurs virtuels uniquement. Donc ça va être des fonctionnalités comme des macros de pare-feu, des groupes de sécurité, des ensembles IP ou bien des alias qui vont permettre de faciliter les tâches. Donc c'est un pare-feu qui est distribué. Donc voilà, comme on le sait, même si la configuration va être stockée dans le système de fichiers de cluster, ce pare-feu-là est basé sur iptable, qui s'exécute sur chaque nœud de cluster. Ça fournit aussi une isolation complète entre les machines virtuelles. Et la nature, on va dire, distribuée de ce système fournit aussi une bande passante qui est bien plus élevée qu'une solution de pare-feu centralisée. Bien sûr, ça supporte entièrement l'IPv4 et l'IPv6. L'IPv6 est son support du coup entièrement transparent et on peut filtrer du coup le trafic pour les deux protocoles par défaut. Et il n'est donc pas nécessaire de maintenir un ensemble différent de règles spécifiques en fait à notre IPv6. La partie backup et restauration du coup, sauvegarde et restauration. Donc comme on le sait, voilà, les sauvegardes ça va être une exigence de base pour tout environnement informatique raisonnable. Voilà, puisque c'est d'assurer en fait toujours la disponibilité de notre service. Donc là-dessus, ils vont nous fournir donc une solution qui est entièrement intégrée, qui va utiliser les capacités de chaque stockage et de chaque type de système invité. Les sauvegardes, elles peuvent être facilement démarrées avec l'interface ou avec l'outil. Donc de sauvegarde qui est VZDump via la ligne de commande. C'est donc des sauvegardes qui sont toujours complètes et qui vont contenir en fait la configuration des VM ou bien du conteneur et de toutes les données qui les implémentent. Et l'outil de sauvegarde intégré en fait va créer des snapshots cohérents, ce qu'on appelle des instantanés, des conteneurs qui sont en cours d'exécution et des invités KVM. Et donc ça va créer en fait essentiellement une archive de données de la VM ou bien du conteneur, et ça va également inclure ces fichiers de configuration. Ce qui fait que voilà, si vous avez une machine qui plante ou un conteneur qui plante, vu qu'on a déjà le fichier de configuration, on peut très bien refaire une copie derrière, arrêter l'autre machine proprement, la supprimer et relancer sur l'autre. Du coup, il sera relativement transparent. Donc on a la partie sauvegarde programmée, donc le Shroud Backup. Donc les tâches de sauvegarde, elles peuvent être planifiées de manière à ce qu'elles soient exécutées automatiquement sur des jours et des heures spécifiques, comme on a pu le faire sur Home Assistant par exemple, pour les nœuds qui sont sélectionnables et les systèmes invités. On a donc un stockage de sauvegarde, le backup storage. Donc voilà, le KVM prend en compte tous les types de stockage qu'on a vu plus haut. Et les backups Proxmox VE vont être optimisés pour stocker les sauvegardes de la VM rapidement et efficacement. Donc avec une responsabilisation pour les fichiers clairsemés, les données hors commande et l'ES minimisé. On a aussi donc une intégration de Proxmox Backup Server. Donc comme on le voit ici, c'est donc une solution de sauvegarde de classe entreprise pour être capable de sauvegarder les VM, les conteneurs et les autres physiques.
La prise en charge intégralement intégrée dans VE. On va donc pouvoir sauvegarder et restaurer les invités en utilisant la même interface commune que tous les autres types de stockage. Les sauvegardes, elles sont incrémentielles. Donc ça veut dire qu'on ne va transférer que les données nouvellement modifiées sur le réseau. Donc ce qui est bénéfique déjà en termes de bande passante réseau. Et aussi en termes de temps d'exécution de tâches de sauvegarde. Puisque voilà, on va avoir donc l'incrémentiel qui va venir se mettre dessus. Alors, il y a l'incrémentiel et les différentiels. On va quand même faire un petit point là-dessus. J'ai toujours un peu de mal à bien les expliquer, donc je vais reprendre la différence qu'on va avoir entre l'incrémentiel et la différentielle. Hop, voilà. Donc comme on le voit, comme on l'a mis ici, donc voilà, l'incrémentiel, c'est donc... en fait, vous allez avoir un schéma avec différentes données qui sont mises dessus. Donc on va avoir une sauvegarde complète qui va être faite en premier lieu. Ensuite, le jour suivant, le mardi, on va avoir une sauvegarde qui va se baser sur la précédente. Pour la compléter, en fait, en sauvegardant uniquement les nouveaux fichiers créés ou modifiés entre temps. Donc par exemple, on va prendre l'exemple avec Home Assistant. Par exemple, sur Home Assistant, vous mettez en place un script le lundi. Vous vous rendez compte qu'en fait le script ne fonctionne pas. Vous le supprimez. Et vous avez décidé que en fait... alors voilà, vous faites une sauvegarde complète de votre Home Assistant le lundi à 3h du matin. Vous avez décidé que du coup, toutes les sauvegardes que vous faites sont à 3h du matin. Donc imaginons, voilà, vous faites votre script le dimanche. Le lundi à 3h du matin, ça sauvegarde que vous avez fait ce script. Enfin, tout en complet. On part sur la partie complète. Le mardi, vous ne faites pas de modification sur votre serveur. Donc du coup, enfin le lundi, vous ne faites pas de modification sur votre serveur. Donc du coup, le mardi, il ne se passe rien puisqu'en fait, il n'y a pas de changement de données. Mais imaginons que le mercredi, vous vous rendez compte que le script que vous avez lancé en fait ne fonctionne pas du tout. Donc vous décidez de le supprimer tout bonnement. Et bien du coup, le mercredi, ça va sauvegarder le Home Assistant, du coup, sans le script, puisque il n'y a plus le script dedans. Donc c'est une modification qui a été faite. Et ce qui fait en fait sur l'incrémentiel, quand on va vouloir restaurer l'ensemble de la sauvegarde de la semaine, on doit restaurer tous les éléments qui vont aller, par exemple, du lundi au samedi, sur cette partie. Donc c'est la méthode en fait qui consomme le moins d'espace au niveau de ça. Et la différentielle, alors elle du coup, c'est qu'on a toujours ce postulat de prendre une sauvegarde complète. On va avoir du coup dans la différentielle le fait qu'elle va sauvegarder uniquement les nouveaux fichiers plutôt que de venir implémenter ça sur notre sauvegarde. Et donc à chaque fois, ce qui se passe donc c'est que le lundi on a notre complète, le mardi on a uniquement les nouveaux fichiers qui sont créés ou modifiés entre temps. Le mercredi, le jour suivant, on a en fait ce qui a été sauvegardé avec la complète. Enfin, ce qui a été sauvegardé uniquement avec les fichiers créés. Et en fait, ça va se mettre à chaque fois. Et donc, en gros, le jeudi, on va avoir nos modifications, plus les données du mardi, plus les données du mercredi. Et donc, comme celle-ci, elle se base sur la complète et pas sur les précédentes, elle va ajouter tous les fichiers qui ont été modifiés depuis lundi. Donc si on veut récupérer notre sauvegarde, on va restaurer uniquement le lundi et le samedi, qui vont correspondre en fait à l'ensemble de la semaine. Par contre, ça prendra plus de temps, parce que ça prend plus d'espace. Puisqu'en fait, on va avoir toutes les modifications qui vont venir en fait se mettre en comparatif, et du coup se remettre dessus. J'espère que ça avait été c'est clair. Après, on pourra en reparler quand on fera la partie backup. Mais ouais, c'est comme ça que ça se déroule. Donc, soit vous faites des sauvegardes complètes à chaque fois, soit vous faites des différentiels, soit vous faites des incrémentiels. Là, du coup, là-dessus, c'est de l'incrémentiel.
qui va être mise en place avec ce serveur. Donc le fait de bien préciser voilà, ce qu'on avait comme généralement distinguo au niveau des sauvegardes. Donc on voit qu'on a le Live Restore, donc c'est le rétablissement des sauvegardes. Du coup, alors voilà, position de base, c'est le fait de restaurer des grandes sauvegardes, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça peut être aussi une source majeure de temps d'arrêt pour les cas de sinistre, puisqu'en fait on va être obligé d'attendre que la restauration se fasse avant de pouvoir réutiliser la machine. Concernant les sauvegardes VM qui sont stockées sur le serveur de sauvegarde Proxmox, la fonctionnalité de restauration en direct, elle va minimiser ce temps d'arrêt. Et donc ça permet à la machine de commencer dès que la restauration commence. Du coup, les données sont continuellement copiées en arrière-plan et ça priorise les morceaux auxquels la machine va accéder activement. Et la restauration de fichiers unique, donc là c'est un seul fichier au répertoire qui va être nécessaire à partir d'une sauvegarde. Donc à partir de notre interface web, on va pouvoir rechercher et restaurer des fichiers et des répertoires individuels à partir d'une sauvegarde de machine virtuelle ou de conteneur. Comme on peut l'avoir côté Home Assistant. Donc là on va voir la partie fiche technique, la release et le source code. On peut très bien aller chercher voilà, notre petite VE ici. Bon après il y a les agreements, il y a les benchmarks. On a les ISO qui sont là aussi. Voilà, là on nous reprend un peu tout ce qui est notifié donc sur un ensemble de 6 pages avec toutes nos fonctionnalités qu'on a pu voir tout à l'heure, qu'on a pu un peu se balader par rapport à ça. Donc je pourrais vous partager les différents liens et les différentes ressources qu'on a pu voir à travers ça. J'espère que ça vous aura plu et que c'était assez clair. C'était un peu long, mais voilà, c'était un peu nécessaire de vous montrer voilà, tout ce qu'il y avait de possible avec Proxmox dans la théorie. Et on verra en fonction voilà, de l'implémentation de mon Home Lab les différents cas pratiques qu'on pourra appliquer là-dessus. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobama. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.